Dans cet épisode, on va parler de la première armure Iron Man, du réacteur Arc, mais aussi du Dr Yinsen, un personnage central dans la construction de l'armure, mais aussi du personnage de Tony Stark lui-même. Et vous allez le voir, il y a une grosse différence entre le personnage développé dans le film et l'histoire canon dans les comics. C'est parti. Salut à tous, marvelistes, fans de comics ou simples curieux, merci de revenir sur cette deuxième partie de l'épisode consacré à Iron Man. Pour tout savoir du concept de cette émission, je vous invite à cliquer sur le premier épisode, l'épisode pilote. Comme promis, je vous avais dit si la première partie faisait plus de 300 vues, on faisait une deuxième partie, ça a fait largement plus. Merci à vous et restez bien jusqu'à la fin puisqu'il y aura une petite anecdote que je souhaiterais vous partager concernant la chaîne. En attendant, on se retrouve tout de suite avec la suite de l'analyse de l'épisode consacré à l'Homme de Fer. Et avant d'aller plus loin, on revient un tout petit peu en arrière juste pour relever un détail qu'on avait honteusement oublié dans la première partie. La musique jouée pendant la scène du casino est une version réorchestrée par un big band de jazz d'un générique bien connu pour les plus de 50 ans, le générique du dessin animé Iron Man de 1966. On la réentendra d'ailleurs un peu plus tard lorsque Tony appellera Rhodey sur son portable. Quant à la musique qu'on entend quelques minutes après lorsque Tony répare sa voiture, elle est chantée par Mike Muir, qui est un ami d'enfance de Robert Downey Jr. Il semble que l'acteur et Tony Stark soient tous les deux fans du même genre de musique. Robert et Tony qui sont la même personne, je vous le rappelle. Hein. Si. Bah, cliquez sur l'épisode, vous verrez. Mais faites-le, et après vous revenez. Les précisions sont faites, allez on revient là où on s'était quitté. C'est ce que mon père faisait, c'est ce que l'Amérique fait. Une référence claire et nette, et j'en ai déjà parlé dans la première partie, au projet Manhattan, dont le père de Tony était l'un des grands artisans dans le comic. Le projet Manhattan visait à créer la bombe atomique pour lutter contre les nazis, et l'Amérique s'en est servie à 2 reprises. Des armes qu'on n'utilise qu'une seule fois en effet, des bombes nucléaires donc. Et on ne s'en sort pas si mal jusqu'à présent. Pour l'instant, Tony. Pour l'instant. Alors Jéricho, c'est pas un nom anodin pour un missile qui promet de rayer un village entier de la carte. Pour les amateurs d'histoire, Jéricho est l'une des plus anciennes villes habitées au monde. Elle est citée notamment dans les récits bibliques pour un fait en particulier, la bataille de Jéricho où les murailles se sont effondrées, dit-on, par la volonté de Dieu. La ville est ensuite intégralement rasée et tous ses habitants sont massacrés. On parle de Jéricho comme l'une des villes maudites dans les récits, et donc cet emblème de la chute de ces murailles a été souvent repris dans la culture populaire, dans des textes de Victor Hugo par exemple, dans la chanson Jéricho du groupe Dweller, ou encore ici avec Tony qui présente un missile capable de raser une ville, et pour le coup ça c'est une pure invention du MCU, aucune référence dans les comics. Bon là, mis à part que c'est parfaitement dégueulasse, cette scène nous permet de découvrir un nouveau personnage, le Dr Yinsen. On va pouvoir grâce à lui revenir un peu sur la vraie origin story de l'armure Iron Man dans le comic. Comme je l'ai déjà dit dans le premier épisode, à l'origine Tony Stark a été capturé par des soldats vietnamiens durant la guerre du Vietnam, mais pour recoller à l'histoire réelle des États-Unis, au fur et à mesure de l'évolution de Marvel, tout ceci s'est exporté dans le Golfe Persique, puis en Afghanistan au début du siècle. Au final, dans le gros bouquin de l'histoire de l'univers Marvel en 2019, qui est sorti après le moment où j'ai écrit le texte du précédent épisode, Marvel s'est dit que ça commençait à être un beau bordel, et donc l'histoire de Tony Stark commence désormais dans un univers créé par une Redcon dans la République populaire et socialiste du Kong, un ancien protectorat français devenu province chinoise située au nord du Vietnam. Un peu à l'image de la Redcon, un terme que je vous ai déjà expliqué, là on parle de sliding timeline en anglais, ou alors continuité glissante en français si vous préférez. C'est en quelque sorte une forme de Redcon, mais c'est plus spécifiquement un procédé qui permet d'expliquer pourquoi les personnages dans les comics ne vieillissent pas comme nous. Et c'est pas que parce que c'est des personnages de comics. Enfin, si. En effet, Tony Stark est un fringant trentenaire à peine quadra lorsqu'il survit à la guerre du Vietnam dans les années 70, mais dans le comics des années 2000, il a toujours la quarantaine, alors que les événements décrits dans ses bouquins ou dans les films Marvel parlent de choses qui se sont réellement passées dans les années 70 et les années 2000. Alors pour certains personnages, c'est facile, ils ont des pouvoirs d'auto-régénération ou un métabolisme qui font qu'ils vieillissent moins vite. Mais pour d'autres, c'est un peu plus compliqué quand même. Oui, je veux dire, comment expliquer que Tony Stark par exemple, qui a 30-35 ans dans une époque 70s très réaliste dans les comics, elle ressemble vraiment à notre époque 70s, et ben du coup il se retrouve à avoir dans les 45 ans grand max dans les années 2010, qui sont aussi des années très réalistes dans les comics et qui ressemblent aux nôtres. C'est là qu'intervient la continuité glissante, Jamie. Eh ben, c'est pas simple, hein. En gros, dans les comics, le temps ne se déroule pas comme chez nous. Il y a même eu des conversions très officielles faites par Marvel qui permettent d'expliquer combien de temps s'est déroulé entre différentes époques. Par exemple, la première année des comics Marvel s'est déroulée très officiellement entre 1961
et 1965 chez nous. Bon, c'est un peu compliqué, c'est pas le principe de la vidéo, mais sachez juste que justement les scénaristes ont rendu canon en 2019 un retcon bien pratique qui permet d'expliquer que Tony Stark n'a pas survécu ni à la guerre du Vietnam ni à une guerre similaire, mais il a vécu, attention, à la guerre du Sing Kong. Non, c'est pas le Viet Cong. Vous vous foutez de moi? Le nom, c'est pas le même. Bref, l'un des héritages de cette origin story asiatique, c'est bien le Dr Yinsen qui apparaît ici pour la première fois. Dans l'histoire des comics, Oh Yinsen est un Nobel de physique sud-asiatique renommé et qui admire Tony Stark. Là pour le coup, on est très proche de l'histoire originale, puisque Yinsen l'aide à créer un pacemaker pour éviter que le shrapnel pénètre dans son cœur, et ensuite l'aide à concevoir la première armure Iron Man. Si vous avez regardé le premier épisode, vous savez que tout ceci est lié aux 10 anneaux, ce qui est aussi canon avec l'histoire des comics, mais la seule différence notable, c'est bien les méchants qui sont autour de cette captivité. Dans le comics, le leader des terroristes s'appelle Wong Shu. Ici, avant de nous présenter Reza, créé pour le MCU, on nous montre Abou Bakr, lui aussi une invention. Ouais, c'est clair que bon, Yinsen dans la péninsule arabique, ouais, à la limite ça peut passer. Par contre, un sumo en slip qui fait du karaté qui s'appelle Wong Shu, là j'avoue c'est chaud. Il vous libérera. Mais il ment. Mais il ment. A noter que ça aussi c'est canon, la fausse promesse pour sa libération. Dans la bande dessinée c'est un peu différent. En échange de la construction d'une arme de guerre, il lui promet de lui payer l'opération pour sauver son cœur. Ce n'est seulement qu'après avoir accepté qu'il rencontre Yinsen et que ce dernier lui prolonge la vie en l'aidant à construire une armure, et c'est elle qui fera office de batterie pour son cœur artificiel. C'est l'engagement. Qu'est-ce que c'est? Palladium. Alors ça c'est une question qu'on m'a souvent posée et qu'on pose souvent, est-ce que le palladium vient des comics? Alors non, est-ce qu'il existe? Oui, il existe, c'est l'élément numéro 46 découvert en 1803. Est-ce qu'il peut maintenant faire office de source d'énergie? Bon, en fait, on l'utilise vraiment dans l'informatique, dans des piles, et pour les plus vieux d'entre nous, c'est ce qu'on appelait les plombages, les trucs qu'on avait dans les dents, c'était des alliages entre plusieurs matériaux, et dedans, il y avait ça aussi. En tout cas, on l'utilisait aussi à petite dose à l'époque pour combattre la tuberculose, mais ça avait des effets négatifs. On donnait des doses de 0 g 0,65. Alors du coup, on peut dire qu'un cœur artificiel alimenté par 1,6 g, ça peut rendre un peu malade, en effet. D'ailleurs, on peut le voir dans le MCU. Alors c'est pas vraiment un personnage, mais on va quand même en parler. Voici donc l'introduction du réacteur ARC ou ARK qu'on va suivre sur plusieurs épisodes, puisque c'est lui qui donne de l'énergie aux armures, mais aussi à la tour Stark par exemple. Il a été introduit dans le MCU et le comic, l'a ensuite rendu canon avec la seconde série Invincible Iron Man, débutée en 2008 après le film. Dans cette série, il devient le RT ou Repulsor Technology, et c'est grâce à lui que Tony va pouvoir construire à terme l'armure Bleeding Edge. Mais si, vous savez, c'est l'armure utilisée dans les deux derniers Avengers, celle qui est totalement composée de nanoparticules et contrôlée mentalement. Alors maintenant, la question qui se pose, c'est aurait-il dédé ça le chacal? 3 gigajoules par seconde. Alors au passage, 3 gigajoules par seconde, ça fait à une vache près de 3 gigawatts d'électricité. 3 gigawatts. Mais enfin c'est quoi un gigawatt? Non, gigawatts. C'est-à-dire que Tony possède sur son torse l'équivalent de 3 fois la centrale nucléaire de Fessenheim. Attendez qu'il soit On ne va matérialisé. jamais y arriver. Je vais vous offrir un peu de répit. Là pour le coup on peut pas être plus canon, Dans le comic, Yinsen fait exactement la même chose. Afin de permettre à Tony de charger complètement son armure, il se sacrifie en se jetant sur les ravisseurs, ce qui sera ensuite un élément déclencheur pour Tony d'utiliser ses armes pour sauver le monde et venger la mort de Yinsen. Au passage, encore un léger caméo musical qui correspond bien à Tony Stark et Iron Man. Voici Tom Morello, le guitariste de Rage Against the Machine. Et accessoirement meilleur guitar héros de l'univers. Du coup c'est parti, après avoir vu la tête de l'armure et une partie du plastron, introduction d'un personnage en lui-même de l'univers Marvel, le costume Iron Man Mark 1. Alors là pour le coup je vais utiliser la nomenclature officielle du MCU, c'est-à-dire Mark 1, parce que dans les comics, Tony Stark a eu aussi un nombre colossal d'armures différentes, elles sont toutes classées par modèle, et à l'intérieur des modèles il y a aussi des marques différentes. Donc alors sa toute première, celle qu'il a construite dans sa cave Viet Cong, tibétaine, de Créteil, peu importe, elle s'appelait Model 1 Mark 1. Elle est d'ailleurs extrêmement populaire chez les fans de comics, et elle est super bien retranscrite dans le film aussi.
Dans le film, ils ont plutôt bien reproduit la lourdeur de l'armure qui est juste composée de plaques de métal, ce qui d'ailleurs dans le comic amènera Stark à construire un deuxième modèle plus léger et largement moins réaliste pour le coup en revenant aux États-Unis, le fameux modèle 2. Sur le plastron, dès la deuxième apparition du modèle 1 dans la bande dessinée, on apprend que la lumière au centre sert également de torche pour éclairer en mission, mais aussi de rayons de chaleur. Globalement, c'est plus une armure de défense, très résistante, un exosquelette qui augmente la force du porteur. Le lance-flamme est également incorporé dès le début. A noter que le manuel officiel lancé après le premier film indique qu'il faut 90 secondes pour enfiler ce costume plutôt gigantesque. Un petit mot aussi sur la voix de Tony. En VO, c'est plus probant que la VF qui a pas trop fait d'efforts, mais ici, il a une voix légèrement modifiée. C'est pas ouf, mais ça fait voix dans une boîte de conserve un peu. Dans le comic, Tony n'a jamais révélé pendant de longues années qu'il était Iron Man, et donc il avait dans son casque un module pour travestir sa vraie voix, mais ça on y reviendra plus tard. Et d'ailleurs le fait de montrer Tony activant une sorte de siège éjectable, c'est plutôt bien pensé de la part du MCU, car en effet ça laisse penser que le répulseur va lui permettre à terme de décoller, mais que le Model 1 n'a jamais volé, il a juste fait des grands sauts grâce à des espèces de jet boots qu'il avait comme celle de Peter Quill par exemple. Alors on va passer les détails des modèles, même si on pourrait faire une vidéo complète là-dessus, d'ailleurs si ça vous plaît, mettez-le dans les commentaires juste en dessous, et puis on verra, peut-être qu'on en fera une. En tout cas, dans les comics, à peine 10 publications après la présentation du premier modèle de l'armure Iron Man, eh bien on nous présente un modèle 2 qui arrivera un peu plus tard. Vous savez, c'est un modèle qui ressemble un peu plus à ce qu'on connaît, puisqu'il est rouge et doré. Par contre, pour ce qui est du modèle tout carré, eh bien plusieurs marques ont été construites dans le temps, à travers les comics. On reviendra notamment sur la marque 0, la marque 2, la marque 3 qui sont arrivées plus tard. Et d'ailleurs, ce marque 3 est hyper populaire chez les fans de comics, puisqu'on la surnomme la Golden Armor, c'est une armure toute dorée évidemment. L'anecdote amusante, c'est que Tony Stark a voulu cette armure totalement dorée pour être un peu plus proche des gens et pour paraître un peu moins agressif quand il allait en intervention. L'or. Et là encore, même le MCU en a fait une petite référence, Jarvis en parlera un peu plus tard dans le film. Un peu trop ostentatoire, non? Oui, où avais-je la tête? Vous êtes toujours si discret. Je vis en captivité depuis 3 mois, il y a 2 choses que je veux. Un cheeseburger américain. Ah, le fameux cheeseburger. Bon, pour les 2-3 spectateurs qui n'ont peut-être pas encore entendu parler de cette anecdote qui a été la plus souvent citée autour du film, voici une grosse référence au monde réel et qu'on retrouvera d'ailleurs à plusieurs moments de la saga Infinity. La référence vient du fait que Robert Downey Jr. a été sauvé de sa dépendance à la drogue grâce à un Burger King. Alors pour la faire courte, l'acteur de Tony Stark roulait avec le coffre ras la gueule de drogue en 2003. Lorsqu'il a eu une petite faim, alors il s'est arrêté au Burger King le plus proche pour prendre le temps un petit peu de réfléchir et de manger. Et puis c'est à ce moment-là qu'il s'est dit, tiens, je suis en train de gâcher ma vie. Merci de m'avoir sauvé. Ne gâchez pas ça. Alors dans un élan de lucidité, il a jeté toute sa drogue à l'océan, et puis ce serait lui du coup derrière qui aurait demandé au scénariste d'Iron Man de rajouter cette petite séquence où Tony Stark utilise justement un cheeseburger comme un peu un symbole pour se libérer de ses démons. Conclusion, dites non à la drogue, mais oui au diabète. Première apparition de Phil Coulson et en sous-texte du SHIELD, nommé ici par son vrai nom aussi dans le comics, le Bureau Stratégie, Habileté, Intervention, Exécution et Logistique Défensive. Pourquoi faire simple? À ce moment, on ne s'en rend pas encore compte, mais voici donc l'introduction de ce qui deviendra le MCU d'ailleurs. Alors il y a plusieurs phrases dans le film qui font penser que le SHIELD serait une organisation naissante, encore très jeune et qui se cherche un peu. J'ai pas encore réussi à analyser si c'était diégétique ou extra-diégétique finalement, parce que ça pourrait être soit extra-diégétique, c'est-à-dire que Disney ne savait pas encore à ce moment-là où allait arriver son MCU, et peut-être n'avait pas pris le temps de conceptualiser vraiment le SHIELD pour en faire une vraie référence par exemple, ou alors c'est totalement diégétique, et dans ce cas c'est Phil qui fait exprès de faire croire à Pepper et à Tony que son organisation est toute naissante, dans ce cas bien joué à lui. Toujours est-il que le SHIELD a été construit à peu près pendant la Deuxième Guerre mondiale, et du coup à ce moment-là n'est pas du tout une organisation naissante, et vous savez quoi en plus, ça, j'en ai déjà parlé dans ma première vidéo. Alors si vous le saviez pas, Phil Coulson c'est d'ailleurs une pure création du MCU qui est devenu canon dans le comics seulement quelques années après, en 2012, en même temps que son apparition un peu plus majeure dans les films Avengers. Du coup forcément on va pas trop s'attarder sur les références entre ces deux supports. Au passage dans cette scène, je le redis encore une fois, mais c'est une interprétation très propre au MCU. Les films ont largement éludé tout le côté violent et alcoolique de son père, le fait qu'il rabaissait constamment Tony. D'ailleurs dans la très récente BD internationale Iron Man, on peut voir même
que son père a adopté Tony à la naissance. Là on sent plutôt une sorte de tendresse de Tony pour son père, qui a d'ailleurs une photo de lui sur son bureau dans la scène du remplacement de son cœur dans le labo un peu plus tard. Il évoque aussi le remords de ne pas l'avoir plus connu, même si on apprendra dans la suite qu'il n'avait pas forcément de bonnes relations avec lui. Et surtout le MCU a fait, je le rappelle, d'Obadiah une sorte de figure paternelle de remplacement, ami de longue date avec son père. Le tout est parfaitement résumé dans cette scène en particulier, sauf que pour Obadiah aussi, en vrai il n'y a pas de lien particulier avec Tony, c'est juste normalement le businessman qui lui vole sa compagnie et qui l'affrontera par la suite avec l'armure Ironmonger. Des Ironmongers, des fabricants d'armes. Bon, et je termine cet épisode par un personnage introduit ici, même s'il n'est ni canon ni originaire du comic. Il n'a d'ailleurs pas non plus été exporté vers la BD, à ce que je sache. C'est Demi, le robot débile et maladroit de Tony, mais qui sera présent un peu partout tout au long de la saga. C'est une pure création du MCU, et d'ailleurs on le voit dès le tout début, mais il pourrait être une sorte de représentation ultime du génie de Tony Stark. Oui, pour rappel, dans le comics, Tony Stark a été au MIT à 15 ans, il a été diplômé d'ingénierie et de physique à 17 ans, et ses compétences, qu'ils soient de chimie, de physique quantique, dépassent, selon les guides officiels de Marvel, les compétences de la plupart de ses congénères, et arrivent à peu près au niveau de Hank Pym, Bruce Banner ou encore Reed Richards. Par contre, ses skills en génie mécanique, eux, sont les plus hauts de tout l'univers Marvel selon les documents officiels. D'ailleurs, on peut le voir avec ce premier plan, juste avant la conception des armures Iron Man, on voit justement un clavier totalement custom. Ah, vous n'avez jamais vu ce clavier avant, n'est-ce pas? Il est configuré pour Tony, ça c'est sûr. À gauche, des boutons de raccourci pour ouvrir des nombreux dossiers et plans, une barre de gestion des fichiers, et en bas, des formules de calculettes scientifiques comme cosinus, sinus. À droite, la numérotation Maya, et des symboles d'électronique et d'électricité comme les symboles de résistance, de diode ou de voltage. Alors évidemment, le summum de la représentation de son génie mécanique, c'est la conception en elle-même des armures Iron Man qui arrivent juste après cette scène, mais ça, ce sera pour la troisième partie de nos épisodes. Voilà, c'est terminé pour cette deuxième partie de la série sur Iron Man. Il y aura peut-être 3 ou 4 vidéos, on verra. Évidemment, c'est le film qui a lancé le MCU, alors il y a énormément de références aux comics et à la réalité dans cet épisode. Comme je vous l'ai dit en intro, il y a une petite anecdote sur la chaîne et le nom de la chaîne. Sur Twitter, donc, on a beaucoup parlé du nom de la chaîne, Marvel Profond, et il y a eu beaucoup de monde qui a réagi dessus. D'ailleurs, ça m'a fait beaucoup rire. Merci à tous les gens qui ont parlé de moi. De toute façon, qu'on en parle en bien ou en mal, j'étais assez content qu'on en parle puisque ça venait de se lancer. Vous avez été très nombreux à réagir, à vous moquer gentiment du nom de la chaîne. Et donc, comme j'avais dit qu'à 300 vues, je ferai un deuxième épisode, j'ai aussi dit qu'à 1000 abonnés sur notre chaîne, peut-être que je commencerai à réfléchir à changer le nom de cette chaîne. Alors n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. N'hésitez pas également à mettre un petit pouce bleu, à mettre un petit commentaire en dessous si jamais par exemple j'ai oublié quelques détails sur cette première partie, sur ces deux premières parties d'épisode. Pop. Attends, petite pause ici pour vous livrer une autre anecdote sur le tournage de cette vidéo. Sachez juste que la première a mis 5 mois et demi entre le moment où elle a été tournée et où elle a été diffusée, c'était en avril 2020. Dans la foulée, sur Twitter, j'avais annoncé que je me mettais directement sur la deuxième, vu le petit succès de la première. Sauf que voilà, à l'heure où j'enregistre cette voix, on est tout simplement en décembre 2021, ce qui veut dire que je suis en train de préparer cette vidéo depuis plus d'1 an et demi déjà. Ouais, le Covid n'a pas aidé, c'est vrai, mais j'ai vraiment eu du mal à la finaliser. Alors si vous voulez me donner de la force, explosez les pouces bleus s'il vous plaît, c'est très important. Allez, je vous laisse avec moi quand j'étais jeune et innocent. Je rappelle également que j'ai lancé un Tipeee pour soutenir la création, même 1 euro, ça peut faire plaisir. Ce serait pour financer évidemment tout le matériel, puisque vous le voyez par rapport à la première vidéo, il y a eu beaucoup de matériel investi, beaucoup d'argent qui ont été dépensés pour avoir une super qualité. Vous voyez avec des nouveaux éclairages, avec un nouveau micro, avec une nouvelle caméra également qui filme en 4K, donc vous allez avoir une image un peu plus supérieure, enfin largement supérieure il faut le dire par rapport à la première vidéo. On se dit à la prochaine pour la suite de l'analyse du film Iron Man et pour d'autres analyses de l'univers MCU et du reste des films Marvel. En attendant, n'oubliez pas, Les renforts sont faits pour être battus. Allez! Bonne nuit, Obi.